La lourde porte en chêne se referma avec une violence inouïe au visage de Monique. Le choc fut si brutal que les gouttes de pluie accumulées sur son châle usé giclèrent contre le bois verni, traçant de fugaces larmes sur la surface lisse. « Fichez le camp d'ici, la vieille !» hurla une voix d'homme depuis l'intérieur. « Ce n'est pas un refuge pour les vagabonds. » Monique recula en titubant, le souffle coupé. La pluie tombait avec une telle fureur qu'elle parvenait à peine à garder les yeux ouverts, chaque goutte ressemblant à une piqûre de glace sur sa peau fine et parcheminée. L'eau glaciale s'infiltrait partout, par les trous béants de ses chaussures éculées, par les coutures effilochées de sa robe sombre, par chaque crevasse de son corps âgé de 72 ans. Elle avait marché 4 longs kilomètres sous cet orage apocalyptique, cherchant désespérément un abri, et c'était la 7e porte qui se claquait ainsi devant elle. Elle leva les yeux. La grande maison de maître en Provence, face à elle, brillait comme un palais sorti d'un conte de fées. 3 étages de pierre de taille grise, d'immenses fenêtres au cadre doré, un jardin parfaitement entretenu qui se noyait maintenant sous le déluge. Les lumières chaudes et accueillantes de l'intérieur traversaient des rideaux de soie, révélant des lustres en cristal suspendus à de hauts plafonds. Elle pouvait presque sentir la chaleur émanant de cette demeure, imaginer le crépitement d'un feu dans une cheminée en pierre. Et elle était là, dehors, dans l'obscurité glaciale, grelottant de tout son être. « S'il vous plaît » supplia-t-elle d'une voix brisée, frappant une nouvelle fois à la porte. « Juste le temps que l'orage passe. Je ne demande rien de plus. » La porte s'ouvrit brusquement. L'homme qui apparut, la quarantaine, était vêtu d'une chemise de marque parfaitement repassée et d'un pantalon en cachemire. Son visage était rouge de fureur. « Vous êtes sourde ou quoi? Je vous ai dit de déguerpir. Ma femme vient de laver les sols en terre cuite. Vous croyez que je vais laisser une? » Il s'interrompit, la toisant de haut en bas avec un dégoût non dissimulé. « Que quelqu'un comme vous souille ma maison. » Il s'appelait Stéphane Leclerc. Propriétaire de 3 concessions automobiles de luxe dans la vallée de la Loire, héritier d'une fortune immobilière et membre du club de golf le plus sélect de la région. Et à cet instant précis, la seule chose qu'il ressentait en voyant cette vieille femme trempée sur le pas de sa porte était une profonde irritation. « Allez dans un foyer, dit-il avec dédain, ou chez vos enfants. Je ne suis pas responsable de votre misère. »« Je n'ai pas d'enfants, » répondit Monique, et sa voix était si faible qu'elle se perdit presque dans le rugissement de la pluie. « Je n'ai personne. Ce n'est pas mon problème. » Et il referma la porte, cette fois en tournant la clé dans la serrure. Monique resta là, immobile sous le déluge, fixant cette porte close. Ses jambes tremblaient si fort qu'elle avait du mal à se tenir debout. Elle sentait le froid s'insinuer jusqu'à ses os, un froid qui semblait venir de plus profond que la tempête elle-même. Ce n'était pas seulement le froid du corps, c'était le froid de l'âme. Celui qui vous envahit lorsque vous prenez conscience que le monde vous a complètement oublié. Elle fit demi-tour, marchant lentement dans la rue déserte. Ce quartier chic de Saint-Rémy-de-Provence était un havre de paix pour les nantis. Des maisons de maître valant plusieurs millions d'euros, des jardins conçus par des paysagistes de renom, des portails de sécurité avec caméras et alarmes. Et elle, Monique Dubois, errait dans ces rues comme un fantôme que personne ne voulait voir. L'eau lui arrivait maintenant aux chevilles. L'orage avait transformé les ruelles pavées en torrents. Un éclair illumina le ciel et, pendant une seconde, elle aperçut son reflet dans la vitre d'une voiture garée. Une femme voûtée, minuscule, les cheveux blancs collés à son visage, les yeux creusés, les mains agrippées à un châle qui ne la protégeait plus de rien. Comment en était-elle arrivée là? La question flottait dans son esprit tandis qu'elle continuait à marcher sans but. 24 heures plus tôt, elle était dans son petit gîte insalubre, dans un village de campagne en Normandie, endormie sur son vieux matelas, lorsque l'eau avait commencé à s'infiltrer par le toit. Quand elle s'était réveillée, tout était inondé. Ses quelques biens flottaient dans une eau boueuse. Le mur de gauche s'était effondré. Impossible de rester là. Elle avait pris ce qu'elle pouvait porter, ce qui n'était pas grand-chose, et était partie chercher de l'aide. Mais personne dans son village n'avait de place. Tous étaient aussi désespérés qu'elle, leurs maisons inondées, leurs affaires perdues. Alors, elle avait eu cette idée folle, marcher vers les quartiers riches. Quelqu'un avec une grande maison aurait peut-être pitié. Quelqu'un avec tant d'espace pourrait bien partager un coin pour une nuit. Comme elle s'était trompée. Un autre éclair, un autre coup de tonnerre qui fit trembler le ciel. Monique sentit ses genoux flageoler.
Elle s'appuya contre un mur de pierre, respirant avec difficulté. La douleur dans sa poitrine était intense. Elle n'avait rien mangé depuis 2 jours, n'avait pas dormi. Et maintenant, sous cette pluie incessante, elle sentait que son corps était sur le point de l'abandonner. « Mon Dieu » murmura-t-elle en levant les yeux vers le ciel noir. « J'ai passé 72 ans à essayer de faire ce qui est juste. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai aidé ceux que je pouvais. Je n'ai jamais rien demandé dont je n'avais pas besoin. Et maintenant, je suis ici, seul, sous la pluie, et personne ne me voit. » Sa voix se brisa. « Je ne te demande pas un château, je ne te demande pas la richesse, juste un endroit où dormir cette nuit, un toit, un peu de chaleur, s'il te plaît. » Le ciel répondit par un autre coup de tonnerre assourdissant. Monique ferma les yeux. Peut-être devrait-elle simplement s'asseoir ici, contre ce mur, et laisser la tempête l'emporter. Peut-être était-il temps. 72 ans, c'était suffisant, n'est-ce pas? Elle avait vécu une vie pleine, elle avait aimé, elle avait perdu, elle avait survécu. Mais ceci, c'était trop. Le monde continuait de tourner, indifférent à sa souffrance, et elle était si fatiguée de se battre. Il en avait toujours été ainsi, même si elle n'avait pas toujours été si seule. Monique était née dans un hameau en Auvergne, fille de paysans qui travaillaient une terre qui ne leur appartiendrait jamais. Elle avait appris à travailler avant d'apprendre à lire. À 8 ans, elle lavait déjà le linge dans la rivière. À 10, elle cuisinait pour ses 6 frères et sœurs. À 12 ans, elle quitta l'école pour aider à subvenir aux besoins de la famille. À 17 ans, elle rencontra Jean Dubois, un homme bon, aux mains calleuses et au sourire facile, qui travaillait dans la construction. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple dans l'église du village et partirent en Normandie en quête d'une vie meilleure. Pendant 30 ans, ils bâtirent cette vie. Ce ne fut pas facile. Jean travaillait 12 heures par jour sous le soleil, Monique lavait le linge des autres, nettoyait des maisons, préparait des confitures pour les vendre au marché. Ils vivaient dans une petite maison d'une seule pièce, mais ils avaient de l'amour, de la dignité, de l'espoir. Ils n'avaient jamais pu avoir d'enfants. Monique avait essayé pendant des années. Elle avait consulté des médecins qu'ils ne pouvaient pas se permettre, récité des chapelets interminables, mais son ventre était resté vide. Jean lui disait que cela n'avait pas d'importance, qu'elle lui suffisait, qu'ensemble ils formaient une famille complète. Et ce fut le cas. Jusqu'à ce que Jean tombe d'un échafaudage sur un chantier, à l'âge de 48 ans. Il ne mourut pas sur le coup. Il passa 3 jours à l'hôpital, le dos brisé, incapable de bouger, la regardant avec ses yeux qui brillaient encore d'amour malgré la douleur. « Promets-moi, lui avait-il dit la dernière nuit, que tu continueras. Promets-moi que tu ne baisseras pas les bras. » Et elle l'avait promis. Mais 30 ans plus tard, sous cette pluie, elle sentait qu'elle avait rompu cette promesse. Car continuer sans lui avait été si difficile, si douloureux, que parfois elle ne savait plus si elle était encore en vie ou si elle attendait simplement de le rejoindre. Après la mort de Jean, Monique dut continuer à travailler pour survivre. Elle avait déjà 43 ans, et personne ne voulait embaucher une femme de cet âge sans diplôme. Elle accepta les emplois que personne d'autre ne voulait, nettoyer des toilettes publiques, faire la plonge dans des restaurants bon marché, s'occuper de personnes âgées qui la traitaient plus mal qu'un animal. Les années passèrent lentement, son corps s'USA. Ses genoux se mirent à lui faire si mal qu'elle pouvait à peine marcher. Ses mains gonflaient chaque nuit. Sa vue se brouilla, mais elle continua à travailler, car elle n'avait pas le choix. À 65 ans, lorsqu'elle ne put plus travailler, elle demanda une petite pension de l'État. Quelques centaines d'euros par mois. C'était impossible de payer le loyer, la nourriture, les médicaments. Mais d'une manière ou d'une autre, elle survivait. Elle mangeait une fois par jour, n'allumait la lumière que si c'était absolument nécessaire. Elle portait les mêmes vêtements rapiécés encore et encore. Et elle ne se plaignit jamais, ne perdit jamais la foi. Chaque soir, avant de s'endormir sur son matelas dur, elle priait et remerciait pour un autre jour de vie. Mais Dieu, pensait-elle maintenant sous la pluie, avait cessé de l'écouter depuis bien longtemps. Monique ouvrit les yeux. Elle avait cessé de marcher sans s'en rendre compte. Elle se tenait au milieu de la rue, l'eau jusqu'aux chevilles, regardant dans le vide. La tempête ne montrait aucun signe de faiblesse. Il était minuit, et il n'y avait pas âme qui vive dans les rues. Elle devait bouger, trouver quelque chose, un endroit, n'importe lequel.
Elle continua à marcher, sans même savoir où elle allait. Ses pieds avançaient automatiquement, l'un devant l'autre, bien que chaque pas fût une agonie. Le froid avait cessé de la déranger, elle ne sentait plus rien, et d'une certaine manière, c'était pire. Elle passa devant d'autres maisons de maîtres, toutes lumières éteintes, toutes indifférentes, toutes fermées à quelqu'un comme elle. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose au loin, une petite épicerie de village. Les lumières étaient allumées. Monique sentit une lueur d'espoir. Quelle ironie, pensa-t-elle, que son prénom ait été autrefois un symbole de ce qu'elle ressentait. Elle accéléra le pas autant qu'elle le put. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle la trouva ouverte. À l'intérieur, un jeune homme d'une vingtaine d'années était derrière le comptoir, regardant son téléphone avec ennui. Il leva les yeux quand elle entra, et son expression changea immédiatement pour une grimace de dégoût. « Madame, vous ne pouvez pas rester ici, dit-il aussitôt. Vous allez mouiller tout le sol. » Monique resta près de l'entrée, dégoulinante d'eau, tremblante. Je voulais juste vous demander si vous connaissez un endroit où je pourrais me réfugier de la pluie, un foyer, une église. Le jeune homme soupira, agacé. Je ne connais aucun endroit, et même si j'en connaissais un, ce n'est pas mon problème. Écoutez, si vous n'achetez rien, je vous demande de partir. Le gérant va m'engueuler s'il voit le désordre que vous faites. S'il vous plaît. Je vous ai déjà dit non. Vous n'êtes pas sourde? La même question que l'homme de la grande maison. Monique hocha lentement la tête et sortit de l'épicerie. La porte se referma derrière elle avec un clic automatique. Elle se retrouva de nouveau sous la pluie, plus seule qu'auparavant. Combien de portes se fermeraient encore sur son passage? Combien de fois devrait-elle encore entendre quel n'était le problème de personne? À quel moment avait-elle cessé d'être une personne pour devenir un désagrément, un obstacle, quelque chose que les gens voulaient balayer sous le tapis? Elle marcha pendant une autre heure, sans but. La tempête s'intensifiait. L'eau dans les rues lui arrivait maintenant aux mollets. Plusieurs voitures passèrent à toute vitesse à côté d'elle, l'éclaboussant sans même ralentir. Finalement, alors que ses jambes ne répondaient plus, qu'elle sentait son cœur battre irrégulièrement, que le monde commençait à tourner, Monique trouva un petit pont de pierre dans la campagne. En dessous, il y avait un espace sec, protégé de la pluie. Elle s'y traîna et se laissa tomber contre le béton froid. Son corps tremblait de manière incontrôlable, ses lèvres étaient bleues, elle ne sentait plus ses orteils. Elle ferma les yeux, s'enlaçant elle-même, essayant de trouver un peu de chaleur dans son propre corps. C'était la fin. Elle le savait. Elle ne survivrait pas à cette nuit. Et peut-être que c'était bien ainsi. Peut-être que Jean l'attendait de l'autre côté. Peut-être qu'elle pourrait enfin se reposer. « Pardonne-moi, Jean, murmura-t-elle. J'ai essayé de continuer. Vraiment, j'ai essayé. » Et alors, au milieu de son désespoir, elle entendit une voix. « Est-ce que ça va, madame ?» Monique ouvrit lentement les yeux. La pluie avait créé un rideau d'eau devant elle, mais elle put distinguer une silhouette. Quelqu'un se tenait là, sous la pluie, la regardant. Elle ne pouvait pas voir son visage clairement. L'obscurité et l'eau déformaient tout, mais c'était quelqu'un, une personne réelle qui lui parlait. « J'ai. » Sa voix sortit rauque. « J'ai froid. » La silhouette s'approcha. C'était un homme de corpulence normale, vêtu de vêtements simples, trempé par la pluie. Il s'accroupit devant elle et, pour la première fois de toute la nuit, quelqu'un la regarda droit dans les yeux. Sans pitié, sans dégoût, mais avec quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, une compassion sincère. « Je sais que vous avez froid, dit-il d'une voix calme. C'est pour ça que je suis venu. » Monique cligna des yeux, confuse. Son esprit était embrumé par le froid et la fatigue. « Qui êtes-vous » L'homme sourit légèrement. Quelqu'un qui ne pouvait pas rester les bras croisés en voyant votre souffrance. Il retira sa veste, une simple veste en jean, et la posa sur les épaules de Monique. Elle n'aidait pas beaucoup, car elle était aussi mouillée, mais le geste lui-même fit se briser quelque chose en elle. Elle se mit à pleurer. « Personne ne m'a aidé de toute la nuit, sanglota-t-elle. Toutes les portes, toutes. Je sais, dit-il doucement. J'ai vu comment ils ont fermé leurs portes, j'ai vu comment ils vous ont rejeté. Et chaque fois qu'ils l'ont fait, j'ai ressenti votre douleur.
Quelque chose dans sa façon de le dire poussa Monique à le regarder de plus près. Il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme. Pas dans son apparence, il semblait tout à fait normal, mais dans sa présence. Comme si l'espace autour de lui était plus calme, plus serein, malgré la tempête qui faisait rage. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle. « Vous ne me connaissez pas. » « Il n'est pas nécessaire de connaître quelqu'un pour voir qu'il souffre, » répondit-il. « Et il n'est pas nécessaire de connaître quelqu'un pour décider de ne pas lui tourner le dos. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit un billet de 50 €. Il le plaça dans la main tremblante de Monique. « Il y a un hôtel à 3 rues d'ici. C'est petit, ce n'est pas luxueux, mais c'est sec et chaud. Avec ça, vous pouvez payer une nuit. Demain, le soleil se lèvera et tout paraîtra différent. » « Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça, » dit Monique, bien que ses doigts se refermassent instinctivement sur le billet. « Vous l'avez déjà accepté, » dit-il avec un autre sourire. « Et vous n'avez pas à me remercier. Simplement, quand le jour se lèvera, quand vous vous sentirez mieux, souvenez-vous de cette nuit. Souvenez-vous que vous n'étiez pas seul, même si vous en aviez l'impression. » Il se releva. « L'hôtel est vers le nord, à 3 rues. Il y aura une enseigne qui dit Hôtel de l'Étoile. Dites à Pierre Martin à la réception que vous venez de ma part. Il prendra soin de vous. » « Attendez, » dit Monique en essayant de se lever. « Comment vous appelez-vous ? Comment puis-je dire à Monsieur Martin qui m'a envoyé ?» L'homme s'éloignait déjà, retournant sous la pluie. Il s'arrêta un instant, se tourna légèrement. « Dites-lui simplement que vous venez de la part de quelqu'un qui se soucie. » Et il disparut dans l'obscurité de la tempête. Monique resta là, regardant l'endroit où il s'était tenu, tenant le billet de 50 € comme un trésor. Elle sentait quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement du soulagement, c'était autre chose. Comme si cette brève rencontre avait allumé une petite lumière dans l'obscurité de sa nuit. Elle se leva avec difficulté, s'appuyant sur le mur. 3 rues. Elle pouvait marcher 3 rues. Elle le devait. L'hôtel de l'Étoile était exactement comme l'homme l'avait décrit, petit, modeste, avec une enseigne clignotante au-dessus de l'entrée. Monique poussa la porte et entra dans un hall qui sentait le café et le détergent. Derrière le comptoir se tenait un homme plus âgé, la soixantaine, avec des lunettes épaisses et une expression aimable. « Bonsoir, » dit-il en se levant aussitôt. « Mon Dieu, vous êtes trempé. Venez, approchez. »« Monsieur Martin ?» demanda Monique d'une voix tremblante. « Oui, c'est moi. »« De quoi avez-vous besoin, madame ? » Je viens de la part de quelqu'un qui se soucie. » Pierre Martin s'immobilisa. Il la fixa pendant un long moment. Puis il hocha lentement la tête, comme si ces mots lui disaient quelque chose qu'elle ne comprenait pas. « Je vois, » dit-il à voix basse. « Venez avec moi. » Il la conduisit à une petite chambre au premier étage. Elle n'était pas luxueuse. Il y avait à peine un lit simple, une vieille armoire et une salle de bain minuscule, mais elle était propre, sèche et chaude. Monique faillit pleurer à nouveau en sentant la chaleur de la pièce. « L'eau chaude fonctionne, » dit Pierre Martin. « Il y a des serviettes propres dans la salle de bain, et je vais vous apporter quelque chose à manger. Une soupe à l'oignon chaude, du pain frais et un café. Et je n'accepterai pas de refus. Mais l'argent. » Monique tendit le billet. Pierre Martin leva la main. « Gardez-le. Quand quelqu'un vient de la part de celui de qui vous venez, on ne fait pas payer. C'est une règle que j'ai. » « Je ne comprends pas. »« Vous n'avez pas besoin de comprendre, madame. Juste de vous reposer. » Et il sortit, fermant doucement la porte derrière lui. Monique resta debout au milieu de cette petite chambre, tremblant encore, toujours confuse, mais se sentant en sécurité pour la première fois depuis des heures. Elle retira ses vêtements mouillés avec des doigts gourds, s'enveloppa dans une serviette propre et entra dans la douche. L'eau chaude qui coula sur sa peau glacée fut comme un miracle. Elle pleura sous le jet d'eau. Elle pleura de soulagement, de fatigue, de gratitude, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus de larmes. Quand elle sortit, enveloppée dans une autre serviette, elle trouva que quelqu'un avait laissé des vêtements propres sur le lit, une robe simple mais sèche, des chaussettes épaisses, un pull. Et sur la table, il y avait un plateau avec une soupe à l'oignon fumante,
3 morceaux de pain frais et une grande tasse de café. Elle s'assit sur le lit et mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était le repas le plus exquis du monde. Car à ce moment-là, ça l'était. Dehors, la tempête faisait toujours rage, mais ici, à l'intérieur, elle était au sec, au chaud, nourrie, vivante. Et tandis qu'elle se couchait dans ce lit, tirant les couvertures jusqu'à son menton, Monique pensa à l'homme qu'il avait trouvé sous le pont. Qui était-il? Comment savait-il exactement où la trouver? Et pourquoi Pierre Martin avait-il réagi de cette façon quand elle avait mentionné qu'elle venait de la part de quelqu'un qui se soucie? Elle n'avait pas de réponse, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Peut-être qu'il y avait quelqu'un, quelque part, qui la voyait, qui connaissait sa douleur, qui se souciait assez pour faire quelque chose. Elle s'endormit avec cette pensée et une question flottant dans son esprit, était-il possible que ses prières sous la pluie aient finalement été entendues? Le matin arriva avec un silence étrange. La tempête était passée, et Monique se réveilla avec la lumière du soleil filtrant par la fenêtre de sa chambre. Pendant un instant, elle ne sut pas où elle était. Puis tout lui revint. La pluie, les portes fermées, l'homme sous le pont, l'hôtel. Elle s'assit lentement sur le lit. Son corps lui faisait encore mal. Les genoux enflés, le dos raide, mais c'était une douleur différente de celle de la veille. C'était la douleur d'un corps fatigué qui avait survécu, pas celle d'un corps qui abandonnait. Quelqu'un frappa doucement à la porte. « Madame ?» C'était la voix de Pierre Martin. « Je vous ai apporté le petit déjeuner. Puis-je entrer ? » « Oui, entrez. » Pierre Martin entra avec un autre plateau. Des œufs brouillés, des croissants frais, une baguette et du jus d'orange. L'arôme emplit la pièce et l'estomac de Monique gargouilla bruyamment. « Mangez tranquillement, » dit Pierre Martin en posant le plateau sur la table. « Et quand vous aurez terminé, si vous voulez rester un autre jour, la chambre est toujours à vous. » « Je ne peux pas accepter ça, » protesta Monique. « Vous avez déjà fait bien trop pour moi. »« Madame, quand quelqu'un est envoyé par... » Il s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. « Par celui qui vous a envoyé, cet hôtel est à sa disposition aussi longtemps que nécessaire. Ce sont des ordres que j'ai reçus il y a de nombreuses années et que je suis toujours. » « Des ordres de qui ?» Pierre Martin sourit mystérieusement. « De quelqu'un qui apparaît quand on s'y attend le moins et qui change votre vie sans que vous vous en rendiez compte avant bien plus tard. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. »« Vous comprendrez, madame, vous comprendrez. » Il quitta la chambre, laissant Monique plus confuse que jamais. Mais elle avait faim et la nourriture était délicieuse, alors elle décida de ne pas trop y penser pour le moment. Elle mangea jusqu'à être rassasiée, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des semaines. Après le petit déjeuner, elle s'habilla avec les vêtements propres qu'on lui avait laissés et sortit de sa chambre. L'hôtel était calme. Dans le hall, Pierre Martin nettoyait le comptoir. « Je voudrais sortir marcher, » dit Monique. « Voir l'état de la ville après la tempête. »« Savez-vous si les bus fonctionnent ? » ?»« Pas encore, madame. Les inondations ont bloqué plusieurs rues, mais vous pouvez marcher. Faites juste attention aux grandes flaques. » Monique sortit dans la rue et fut surprise de voir à quel point tout semblait différent sous la lumière du soleil. Les mêmes rues qui avaient été si terrifiantes et froides la nuit précédente brillaient maintenant avec l'eau restante sur les trottoirs. L'air sentait le frais, le lavé. Le quartier chic de Saint-Rémy-de-Provence était magnifique avec ses grandes maisons et ses jardins verdoyants. Elle marcha lentement, sans but particulier. Elle passa devant la maison de maître où l'homme, Stéphane Leclerc, lui avait fermé la porte au nez. Elle s'arrêta un instant, regardant cette maison parfaite. Elle sentit quelque chose dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de la colère, plutôt de la tristesse. De la tristesse pour quelqu'un qui possédait tant et qui avait choisi de ne rien partager. Elle continua à marcher. Les rues étaient pleines de gens nettoyant les dégâts de la tempête. Elle vit des familles évacuer l'eau de leur garage, des commerçants sécher de la marchandise mouillée, des employés municipaux déboucher des égouts. C'est alors qu'elle le vit. Le même homme de la nuit précédente. Il se tenait à un coin de rue, aidant une dame âgée à porter ses sacs de course. Monique s'arrêta net. À la lumière du jour, elle pouvait mieux le voir. C'était un homme de corpulence normale, peut-être dans la trentaine, avec des cheveux sombres et un visage aimable.
Il portait des vêtements simples, un jean et une chemise en coton. Rien qui ne le fasse remarquer. Mais il y avait quelque chose en lui. La même présence tranquille de la nuit précédente, la même sensation que l'espace autour de lui était différent, d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Monique s'approcha timidement. « Excusez-moi. » L'homme se retourna et sourit en la voyant. « Monique. Je suis content de vous voir en meilleure forme ce matin. Je voulais vous remercier pour la nuit dernière. Vous m'avez sauvé la vie. » « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » dit-il humblement. « J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. » « Mais personne d'autre ne l'a fait, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante. « Personne d'autre ne m'a vu. Personne d'autre ne s'est arrêté. » L'homme hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Je sais. J'ai vu chaque porte qui s'est fermée devant vous. J'ai vu chaque fois que quelqu'un vous a ignoré. Et cela m'a fait mal, Monique. Cela m'a profondément fait mal. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui fit frissonner Monique, comme s'il avait vraiment été là, comme s'il avait vraiment ressenti sa douleur. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-elle soudainement. « Je ne vous l'ai jamais dit hier soir. » L'homme la regarda droit dans les yeux. « Je sais beaucoup de choses sur vous, Monique. Je sais que vous êtes née dans un hameau en Auvergne. Je sais que vous avez été mariée à Jean pendant 30 ans. Je sais qu'il est tombé d'un échafaudage et que vous avez tenu sa main pendant 3 jours à l'hôpital jusqu'à sa mort. Je sais que vous avez promis de continuer et que vous avez tenu cette promesse pendant 30 autres années. Même quand c'était si difficile que vous souhaitiez parfois ne pas vous réveiller. » Monique sentit sa respiration se couper. Personne ne savait ces choses. Personne. Qui êtes-vous réellement? L'homme sourit doucement. Pour l'instant, considérez-moi simplement comme quelqu'un qui ne vous a jamais abandonné. Quelqu'un qui a été à vos côtés à chaque moment de douleur, à chaque moment de solitude, chaque nuit où vous avez pleuré en vous demandant si quelqu'un se souciait de vous. Non. Je ne comprends pas. Vous comprendrez bientôt, Monique. Mais avant, il y a quelque chose que vous devez voir, quelque chose dont vous devez être témoin. Parce que cette histoire ne se termine pas avec vous et moi. Il y a quelqu'un d'autre qui doit apprendre une leçon. Quelqu'un qui a fermé sa porte hier soir sans savoir à qui il la fermait. L'homme se mit à marcher et, sans vraiment y penser, Monique le suivit. Pendant ce temps, dans la maison de maître de 3 étages du quartier chic de Saint-Rémy-de-Provence, Stéphane Leclerc passait une matinée bien différente. Il s'était réveillé avec un mal de tête intense, ce qui était rare, car il n'en avait jamais. Il prit 2 aspirines et se prépara pour aller au travail. Mais quand il arriva à sa Mercedes dans le garage, il constata que la batterie était morte. « Merde !» cria-t-il en frappant le volant. Il appela son mécanicien, mais personne ne répondit. Il appela son assistant pour qu'il vienne le chercher, mais ce dernier lui dit qu'il ne pouvait pas, car il était coincé par les inondations de l'autre côté de la ville. Il commanda un Uber, mais tous étaient occupés. Finalement, frustré, il décida de marcher jusqu'à sa concession. Ce n'était pas si loin. 20 minutes à pied, tout au plus. Il sortit de sa maison parfaite avec son costume Hugo Boss et ses chaussures italiennes en cuir et commença à marcher dans les rues encore mouillées du quartier. Il n'avait pas marché 5 minutes qu'il mit le pied dans une flaque plus profonde qu'il ne le pensait. L'eau boueuse trempa ses chaussures de luxe. Stéphane jura à voix haute. Il continua à marcher, de plus en plus agacé. Le soleil montait et il faisait chaud. Son costume commençait à lui coller désagréablement à la peau. Il ne marchait jamais. Il possédait 3 voitures de luxe. Pourquoi diable devait-il marcher? Quand il arriva enfin à sa concession dans la vallée de la Loire, il trouva l'endroit en plein chaos. L'eau s'était infiltrée dans les sous-sols où il gardait les voitures les plus chères. 10 véhicules haut de gamme, des Mercedes, des BMW, des Audi, étaient partiellement submergés dans l'eau boueuse. « Combien ?» demanda-t-il à son directeur, sentant une veine pulser à sa tempe. « Combien d'argent avons-nous perdu ?»« Environ 1 million d'euros, monsieur Leclerc. L'assurance couvrira une partie, mais... » « Une partie ? Une partie ? Et le reste, quoi ? » ?»« Le reste sort de notre poche, monsieur. » Stéphane se sentit pris de vertige.
1 million d'euros. En une nuit. À cause d'un stupide orage que personne n'avait correctement prédit. Il passa le reste de la journée à essayer de régler le désastre. Il appela l'assurance. On lui dit que le traitement de la demande prendrait des semaines. Il appela ses contacts au gouvernement pour voir s'il y avait un programme de soutien. On lui dit qu'il devait faire la queue comme tout le monde. Il appela son comptable pour examiner les finances. On lui dit qu'ils allaient devoir faire de sérieuses coupes budgétaires. Quand il quitta enfin la concession, la nuit était déjà tombée. Il était épuisé, frustré et en colère. Et sa femme lui avait envoyé un message disant que leur fils Lucas, qui étudiait en Suisse, venait de planter sa Porsche et avait besoin de 20 000 € pour les réparations. 20 000 € de plus. C'était tout ce dont il avait besoin. Il retourna chez lui à pied sous le ciel étoilé, pensant à la façon dont tout était parti en vrille en moins de 24 heures. Hier, sa seule préoccupation était qu'une vieille femme mouillée ne salisse pas ses sols en terre cuite. Aujourd'hui, il avait perdu 1 million d'euros et sa vie parfaite s'effondrait. L'ironie ne lui échappa pas, bien qu'il ne la trouvât pas drôle. Quand il arriva chez lui, sa femme Valérie l'attendait dans le salon, le visage tendu. « Tu as réglé le problème des voitures ?» « J'y travaille », répondit Stéphane en desserrant sa cravate. « Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre autant d'argent, Stéphane. Nous avons l'adhésion au club de golf, les frais de scolarité de Lucas, mon rendez-vous au spa le mois prochain. Je sais quelles sont nos dépenses, Valérie. » Explosa-t-il. « Tu n'as pas besoin de me le rappeler chaque foutue seconde. » Valérie le regarda froidement. « Ne me parle pas sur ce ton. Ce n'est pas ma faute si tes affaires périclitent. Mes affaires ne périclitent pas. Nous traversons juste une situation temporaire. Temporaire. Bien sûr. Comme quand tu as perdu 30 000 € au casino le mois dernier. C'était temporaire aussi. Stéphane serra les poings. Il n'avait pas l'énergie de se disputer avec elle. Je vais me coucher. Il monta les escaliers en marbre de sa maison, passa devant les lustres en cristal, entra dans sa chambre avec son lit king size et ses draps de mille-fils. Il se laissa tomber sur le lit sans même enlever son costume. Et pour la première fois depuis des années, Stéphane Leclerc se sentit vide. Il avait tout, une maison immense, des voitures de luxe, des vêtements chers. Mais à cet instant, allongé sur son lit parfait, il se sentit complètement vide. Il ferma les yeux, essayant de ne penser à rien. Mais juste avant de s'endormir, l'image de la vieille femme sous la pluie traversa son esprit. Son visage trempé, ses yeux suppliants, ses mains tremblantes. Et la façon dont il lui avait fermé la porte au nez, sans une once de compassion. Il secoua la tête, chassant cette pensée. Pourquoi pensait-il à elle? C'était passé, ça n'avait plus d'importance. Elle avait probablement trouvé un foyer ou était allée ailleurs. Ou peut-être pas. Peut-être avait-elle passé la nuit sous la pluie. Peut-être était-elle tombée malade. Peut-être que... Stéphane s'obligea à arrêter de penser. Ce n'était pas son problème. Ça ne l'avait jamais été. Mais tandis qu'il s'endormait, l'image de cette femme continuait de flotter dans son esprit, comme un fantôme qui ne le laissait pas en paix. Les jours suivants ne s'améliorèrent pas pour Stéphane. En fait, ils empirèrent. L'assurance répondit enfin, elle ne couvrirait que 40% des pertes. Le reste, 600 000 €, devait sortir de sa poche. Son comptable lui expliqua qu'il devrait vendre une des autres concessions pour couvrir les pertes. « Vendre une de mes affaires ?» cria Stéphane. « Ne trouvez pas une autre solution. » « Il n'y a pas d'autre solution, monsieur Leclerc. Sauf si vous avez un demi-million d'euros cachés sous votre matelas. » Stéphane passa une nuit blanche, examinant les finances, cherchant une issue. Il n'y en avait pas. Il allait devoir vendre, réduire son empire de 3 concessions à 2. Et ce n'était que le début. S'il ne redressait pas les ventes rapidement, tout s'effondrerait. Mais le pire ne fut pas cela. Le pire fut ce qui se passa 3 jours après la tempête. Stéphane était dans sa concession lorsqu'il reçut un appel de son fils Lucas. « Papa, il faut qu'on parle. » « Qu'est-ce qui s'est encore passé? Tu as encore planté une voiture? » « C'est plus sérieux. Je viens d'être renvoyé de l'université. » Stéphane sentit le monde s'arrêter. « Quoi?
J'ai été renvoyé pour avoir triché à un examen. Papa, Je suis désolé. J'étais désespéré. Je devais réussir cette matière. Je paie 100 000 € par an pour que tu étudies là-bas. La voix de Stéphane tremblait de fureur. 100 000 €, et tu les gaspilles en trichant. Papa, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu es un échec. Un échec complet. Ne m'appelle plus, pas avant d'avoir réglé ce désastre. Il raccrocha le téléphone et le jeta contre le mur. Il se brisa en 1000 morceaux. Son assistant entra en courant. Monsieur Leclerc, tout va bien? Sortez tous. Rugit-il. Dehors. Il resta seul dans son bureau, respirant avec agitation. Tout s'effondrait, son entreprise, sa famille, sa vie parfaite. Et il ne savait pas comment l'arrêter. Ce soir-là, quand il rentra chez lui, Valérie était déjà au courant pour Lucas. Ton fils, cracha-t-elle le mot comme si c'était du venin, a ruiné son avenir et le nôtre. Sais-tu combien nous avons investi en lui? Sais-tu combien de sacrifices nous avons faits? Ce n'étaient pas des sacrifices, répondit Stéphane avec amertume. Nous n'avons jamais manqué de rien. Mais nous pourrions bientôt en manquer si tu continues à prendre des décisions stupides, comme perdre 1 million d'euros pour ne pas avoir bien assuré tes maudites voitures. La tempête était imprévisible. Tout est imprévisible avec toi. Ton fils s'avère être un tricheur. Ton entreprise s'effondre. Et moi? J'en ai marre de tout ça. De quoi parles-tu? Valérie le regarda froidement. J'en ai marre de cette farce de mariage. De vivre avec un homme qui ne se soucie que de l'argent et du statut, qui n'a de compassion pour personne, pas même pour sa propre famille. J'ai de la compassion. Ah oui? Quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand t'es-tu vraiment soucié de quelque chose d'autre que tes voitures et ton image? Stéphane n'eut pas de réponse. Valérie monta les escaliers. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Ne me parle pas tant que tu n'auras pas réfléchi à qui tu es vraiment. Et elle le laissa là, debout au milieu de son luxueux salon, entouré de meubles et d'œuvres d'art coûteux, se sentant plus pauvre que jamais. Stéphane ne dormit pas cette nuit-là. Il resta éveillé, assis dans son bureau, buvant un whisky cher qui n'avait aucun goût. Il regardait par la fenêtre son jardin parfaitement conçu, éclairé par des lumières stratégiquement placées. Il avait tout ce qui était censé faire d'une personne un succès. De l'argent, bon, moins qu'avant, mais toujours beaucoup, une maison immense, des voitures de luxe, des vêtements chers. Mais à cet instant, il ne ressentait que du vide. Quand tout cela avait-il commencé? Quand avait-il cessé de se soucier des gens pour ne se soucier que des choses? Il essaya de se souvenir de qui il avait été avant la richesse, avant le succès. Mais cette personne semblait si lointaine qu'il la reconnaissait à peine. Il pensa à son fils. Lucas avait grandi avec tout. Il n'avait jamais manqué de rien, n'avait jamais eu à travailler dur pour quoi que ce soit. Et maintenant, il avait été renvoyé de l'université pour avoir triché, car il ne supportait pas la pression de quoi? De devoir maintenir l'image de perfection que Stéphane avait créée. Et sa femme, Valérie. Quand ils s'étaient rencontrés, elle était différente. Plus humble, plus authentique. Mais les années de richesse l'avaient changé. Ou peut-être l'avait-il changé, lui. Peut-être lui avait-il appris que la seule chose qui comptait était l'apparence, le statut, l'argent. Et maintenant, tout s'effondrait et il ne savait pas comment réparer les choses, car il n'avait jamais appris à réparer ce qui comptait vraiment. Il savait seulement comment faire de l'argent. Et l'argent, découvrait-il, ne réparait rien. Le whisky s'épuisa. Stéphane s'en servit davantage, puis encore, jusqu'à ce que le monde se mette à tourner et qu'il finisse par s'endormir dans son fauteuil en cuir italien. Quand il se réveilla, il était déjà midi et il avait le pire mal de tête de sa vie. Il se traîna jusqu'à la salle de bain, se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Il avait les yeux rouges et gonflés, la barbe naissante, les cheveux en désordre. Il avait l'air détruit. Il prit une douche, se rasa, enfila un costume propre. Il devait aller à la concession, continuer à fonctionner, maintenir les apparences. Mais quand il arriva au travail, il trouva quelque chose qui le stoppa net.
À l'entrée de la concession, il y avait un groupe de personnes, des travailleurs qu'il avait licenciés la semaine précédente pour réduire les coûts. « Monsieur Leclerc », dit l'un d'eux, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Philippe Bertrand. « Nous devons vous parler. »« Je n'ai pas le temps pour ça, » répondit Stéphane en essayant de passer. Philippe se plaça devant lui. « Vous nous devez 2 semaines de salaire. Nous avons des familles à nourrir, des loyers à payer. Vous ne pouvez pas simplement nous licencier et ne pas nous payer ce que vous nous devez. Le comptable traite les paiements. Soyez patient. » Patient ? La voix de Philippe monta. Seriez-vous patient si vos enfants n'avaient rien à manger? Si vous risquiez de perdre votre maison parce que vous ne pouvez pas payer le loyer? Stéphane sentit quelque chose d'étrange, comme si les mots de Philippe l'avaient frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. Quand avait-il cessé de considérer ses employés comme de vraies personnes avec de vraies vies pour les voir comme des chiffres sur une feuille de calcul? Je vais vous payer, je le promets. J'ai juste besoin de temps. Nous n'avons pas de temps, monsieur Leclerc. Certains d'entre nous n'ont pas mangé correctement depuis des semaines, dorment mal parce que nous ne savons pas si nous pourrons payer les factures. C'est alors que Stéphane vit quelque chose dans les yeux de Philippe. C'était le même regard qu'il avait vu dans les yeux de la vieille femme sous la pluie. Le désespoir, la peur, la supplication. Et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la honte. Une honte profonde et lancinante. Je vais régler ça aujourd'hui, dit-il d'une voix rauque. Je vous promets que vous aurez votre argent aujourd'hui. Philippe le regarda avec scepticisme, mais hocha la tête. Nous attendrons ici jusqu'à ce que vous le fassiez. Stéphane entra dans son bureau et ferma la porte. Il se laissa tomber sur sa chaise, respirant avec agitation. Il ouvrit son ordinateur portable et vérifia les comptes. S'il payait les travailleurs, il devrait utiliser l'argent qu'il avait mis de côté pour le paiement de l'assurance vie de Valérie. Mais il ne pouvait pas les laisser sans leur salaire. Pas après avoir vu ces visages, pas après avoir entendu Philippe parler de ses enfants affamés. Il fit le virement et sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement du soulagement. C'était plutôt le début de quelque chose. Le début de la prise de conscience qu'il avait mal vécu, qu'il avait été quelqu'un qu'il ne voulait pas être. Il sortit de son bureau. C'est fait. Vérifiez vos comptes. L'argent devrait arriver. Les travailleurs vérifièrent leur téléphone. Un par un, ils commencèrent à hocher la tête. Merci, monsieur Leclerc, dit Philippe. Vraiment. Ma fille. Ma fille avait besoin de médicaments et je ne pouvais pas les payer. Ça signifie plus que vous ne le pensez. Ils partirent, et Stéphane resta debout à l'entrée de sa concession, les regardant s'éloigner. Et pour la première fois depuis des jours, il ressentit quelque chose qui n'était pas du vide. Il ressentit quelque chose de semblable à de la dignité. Ce soir-là, Stéphane ne rentra pas immédiatement chez lui. Au lieu de cela, il erra dans les rues de la ville, sans but particulier. Le soleil se couchait et les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Il passa devant un parc où des familles modestes dînaient assises sur l'herbe. Il vit des enfants jouer avec des jouets cassés, mais souriant comme si c'étaient les jouets les plus précieux du monde. Il vit des couples âgés se promener main dans la main, avec des vêtements usés mais des regards pleins d'amour. Et il réalisa quelque chose. Tous ces gens, avec si peu, semblaient plus heureux que lui avec tant. Il continua à marcher jusqu'à ce qu'il atteigne un quartier plus pauvre, avec des maisons modestes et des rues moins bien entretenues. Le contraste avec son propre quartier était brutal. Ici, pas de jardin parfait ni de voiture de luxe. Ici, il y avait la réalité, brute et sans filtre. Et à ce moment, Stéphane repensa à la vieille femme. Vivait-elle dans un endroit comme celui-ci? Avait-elle survécu à cette nuit sous la pluie? Ou avait-il, par son indifférence cruelle, contribué à... Il ne pouvait pas finir sa pensée. C'était trop terrible. Il fit demi-tour et commença à rentrer chez lui. Mais à mi-chemin, il entendit quelque chose. Une voix. Ou peut-être n'était-ce que son imagination, mais on aurait dit que quelqu'un l'appelait. Stéphane s'arrêta. Il regarda autour de lui. La rue était presque déserte. Il n'y avait qu'un homme debout sous un lampadaire, à une vingtaine de mètres.
Stéphane ne pouvait pas voir son visage clairement à cause de la distance et des ombres, mais il y avait quelque chose de familier dans sa posture. « Qui est là » cria Stéphane. L'homme ne répondit pas, il resta simplement là, le regardant. Puis, lentement, il commença à marcher vers lui. Stéphane sentit quelque chose d'étrange, comme si ce moment était important d'une manière qu'il ne pouvait expliquer, comme si sa vie était sur le point de changer pour toujours. L'homme se rapprocha. La lumière du lampadaire éclaira partiellement son visage. C'était un homme de corpulence normale, la trentaine, avec des vêtements simples. Rien de spécial, rien qui n'attire l'attention. Sauf ses yeux. Quand Stéphane regarda ses yeux, il eut l'impression qu'il regardait directement dans son âme, comme s'il pouvait voir chaque erreur qu'il avait commise, chaque fois qu'il avait été cruel, chaque moment où il avait choisi l'argent plutôt que l'humanité. « Qui êtes-vous » demanda Stéphane d'une voix tremblante. L'homme sourit doucement. « Quelqu'un qui attend ce moment depuis longtemps. »« Je ne comprends pas. »« Tu vas comprendre, Stéphane. Mais d'abord, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. Ou plutôt, que tu rencontres à nouveau. » L'homme fit un geste de la main et, de l'ombre, une autre silhouette apparut. Stéphane sentit son cœur s'arrêter en voyant de qui il s'agissait. C'était elle. La vieille femme de la tempête. Monique. Elle se tenait là, le regardant avec les mêmes yeux qu'il avait vus sous la pluie. Mais maintenant, elle n'était ni trempée ni grelottante. Elle était sèche, vêtue de vêtements propres, debout avec dignité. « Vous » La voix de Stéphane n'était qu'un murmure. Monique ne dit rien, elle se contenta de le regarder. L'homme parla de nouveau. « Tu la reconnais, Stéphane ?»« Oui. C'est la femme de la nuit de la tempête. »« Exact. La femme à qui tu as fermé la porte au nez. La femme qui a supplié pour un peu de refuge et que tu as qualifié de problème. La femme que tu as laissée sous la pluie glaciale pour qu'elle survive ou meure seule. Tu la reconnais ?» Stéphane hocha la tête, incapable de parler. La honte qu'il avait ressentie auparavant revint, multipliée par 1000. Je suis désolé, réussit-il finalement à dire. Je ne quoi » demanda l'homme doucement. Tu ne savais pas qu'elle était désespérée ? Mais tu le savais. Tu l'as vu sur son visage. Tu ne t'en souciais pas. C'est plus proche de la vérité, non ? Stéphane sentit des larmes lui brûler les yeux. Il n'avait pas pleuré depuis des années, des décennies. Mais maintenant, il sentait que ses larmes ne pouvaient être contenues. Oui, admit-il. Je ne m'en souciais pas. J'ai seulement pensé à ma maison, à mes sols en terre cuite. À mon image. Je ne l'ai pas vue comme une personne. Je l'ai vue comme un inconvénient. Et maintenant ? Demanda l'homme. Comment la vois-tu maintenant ? Stéphane regarda Monique. Il la regarda vraiment. Cette fois, il vit les rides sur son visage qui racontaient l'histoire d'une vie de dur labeur. Il vit les mains rugueuses qui avaient lavé des milliers de vêtements. Il vit les yeux fatigués mais doux. Il vit une personne réelle, une personne qui avait souffert, une personne qui méritait la compassion. Je la vois comme quelqu'un qui méritait mon aide, dit-il d'une voix brisée. Comme quelqu'un envers qui j'ai failli. L'homme hocha la tête. Bien. C'est le premier pas. Reconnaître ta faute. Mais maintenant, Stéphane, je veux que tu comprennes quelque chose de plus important. Je veux que tu comprennes ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Que voulez-vous dire ? L'homme se rapprocha de Stéphane. Ils n'étaient plus qu'à 1 mètre l'un de l'autre. Et Stéphane put le voir clairement pour la première fois. Il y avait quelque chose de différent chez cet homme. Ce n'était pas son apparence physique. C'était quelque chose de plus profond, comme s'il irradiait une présence qui remplissait tout l'espace autour de lui. Quand tu as fermé ta porte cette nuit-là, dit l'homme d'une voix sereine mais ferme, tu ne l'as pas seulement fermée à Monique. Tu me l'as fermée à moi. Stéphane cligna des yeux, confus. À vous ? Je ne comprends pas. Vous n'étiez pas là. En es-tu sûr ? Et alors, quelque chose changea.
Stéphane ne pourrait pas expliquer quoi exactement, mais soudain, l'homme en face de lui ne semblait plus si ordinaire. Il portait toujours les mêmes vêtements simples. Il avait toujours la même apparence physique. Mais maintenant, il y avait quelque chose en lui qu'il était impossible d'ignorer. Ses yeux, profonds, brillants, comme s'ils contenaient toute la sagesse, la douleur et l'amour de l'univers. Stéphane fit un pas en arrière, sentant ses jambes trembler. Qui êtes-vous? L'homme sourit avec une tendresse infinie. Je crois que tu le sais déjà, Stéphane. Au plus profond de ton cœur, tu le sais déjà. Et Stéphane le sut. À cet instant, en regardant ses yeux qui semblaient tout voir, chaque péché, chaque échec, chaque moment de cruauté, mais aussi chaque possibilité de rédemption, il le sut. Ce n'est pas possible. Pourquoi ne le serait-ce pas? Pensais-tu que j'avais oublié les gens comme Monique? Pensais-tu que je ne vois pas quand quelqu'un souffre? Que je ne ressens pas chaque porte qui se ferme, chaque cœur qui s'endurcit, chaque moment où mes enfants choisissent l'indifférence plutôt que l'amour? La voix de l'homme, que Stéphane savait maintenant ne pas être simplement un homme, n'était pas empreinte de colère, mais d'une profonde tristesse, d'une douleur pour l'humanité qu'il avait créée et qui choisissait constamment de s'éloigner de l'amour. Je ne savais pas. Tu n'avais pas besoin de savoir qu'elle était importante ou que j'étais présent pour la traiter avec dignité, Stéphane. Chaque fois que tu fermes la porte à quelqu'un qui souffre, tu me la fermes à moi. Chaque fois que tu ignores la douleur d'un autre, tu m'ignores moi. Chaque fois que tu choisis ton confort plutôt que la compassion, tu me tournes le dos. Stéphane tomba à genoux. Les larmes coulaient maintenant librement sur son visage. Pardonnez-moi, sanglota-t-il. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'ai été si cruel, si aveugle. Si humain, compléta Léo avec une douceur infinie. Tu as été humain, Stéphane. Faible, imparfait, perdu. Comme tout le monde. Mais la différence entre se perdre et rester perdu, c'est le repentir. Et le repentir n'a de valeur que s'il mène à l'action. Il s'accroupit devant Stéphane, posant une main sur son épaule. Le contact était chaud, réel, réconfortant. Ta vie a été une quête de choses vaines, la richesse, le statut, les apparences. Et regarde où cela t'a mené. À la faillite émotionnelle, à un mariage vide, à un fils qui ne sait pas ce que signifie travailler pour quelque chose de réel, à un cœur si endurci qu'il pouvait voir une vieille femme souffrir sous la pluie et ne ressentir que de l'agacement. Je sais, gémit Stéphane. Je sais, et je me déteste pour ça. Ne te hais pas. Moi, je ne t'ai jamais haï, répondit Léo. Pas même quand tu m'as fermé la porte. Pas même quand tu as choisi tes sols en terre cuite plutôt qu'une vie humaine. Parce que je te connais, Stéphane. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je sais que sous tout cet orgueil et ce matérialisme, il y a un enfant qui avait autrefois des rêves différents, qui voulait autrefois être bon. Stéphane leva les yeux, regardant Léo à travers ses larmes. Comment? Je sais que quand tu avais 10 ans, tu as vu ton père perdre son travail et tu as juré que tu ne serais jamais pauvre, que tu ne laisserais jamais ta famille souffrir. Et cette peur est devenue de l'ambition. Et cette ambition est devenue de la cupidité. Et cette cupidité est devenue de la cruauté. Mais au cœur de tout cela, il y avait un enfant effrayé qui voulait seulement protéger ceux qu'il aimait. C'était vrai. Tout était vrai. Stéphane se souvenait de ce moment comme si c'était hier. Voir son père rentrer à la maison avec la nouvelle qu'il avait été licencié. Voir sa mère pleurer parce qu'il ne savait pas comment ils allaient payer le loyer. Voir la honte dans les yeux de son père. Et se promettre que lui, jamais, ne serait dans cette position. Mais tu as perdu ton chemin, Stéphane, continua Léo. Tu as perdu de vue ce qui compte vraiment. Et maintenant, tu es ici, avec tout ce que tu pensais qui te rendrait heureux, te sentant plus vide que jamais. Que dois-je faire? Demanda Stéphane, désespéré. Comment puis-je réparer ça? Comment puis-je devenir quelqu'un de meilleur? Léo se releva, tendant la main pour aider Stéphane à se relever. Commence par reconnaître ton erreur. Pas seulement devant moi, mais devant elle. Il désigna Monique, qui était restée silencieuse tout ce temps, observant avec des larmes dans ses propres yeux. Stéphane se tourna vers elle, s'approcha lentement,
se sentant comme un petit garçon qui avait fait quelque chose de terrible et devait demander pardon. « Madame. Monique. » Sa voix tremblait. « Je n'ai pas de mots pour m'excuser de ce que j'ai fait. Vous fermer la porte ce soir-là a été la chose la plus cruelle, la plus inhumaine que j'ai faite de ma vie. Vous souffriez, vous étiez désespéré, et je n'ai pensé qu'à ma maison, à mes maudits sols. » Il essuya ses larmes du revers de la main. « Il n'y a aucune excuse pour ce que j'ai fait, aucune. Et je comprendrai si vous ne pouvez jamais me pardonner. Mais je veux que vous sachiez que vous avez changé quelque chose en moi. Vous revoir, savoir que vous avez survécu, me fait réaliser à quel point j'ai failli avoir votre mort sur la conscience. Et ça me poursuivra pour le reste de ma vie. » Monique le regardait avec une expression que Stéphane ne pouvait déchiffrer. Ce n'était pas de la haine, ni de la colère. C'était quelque chose de plus complexe, quelque chose qui semblait être de la douleur mêlée de compassion. « Monsieur Leclerc, dit-elle enfin d'une voix douce. J'ai vécu de nombreuses années. J'ai vu beaucoup de cruauté, j'ai connu beaucoup d'indifférence. Et oui, ce que vous avez fait cette nuit-là m'a blessé. Ça m'a fait me sentir invisible, moins qu'humaine. » Stéphane sentit que chaque mot était un couteau dans son cœur. Et il le méritait. « Mais, continua Monique, j'ai aussi appris quelque chose au fil des ans. J'ai appris que les bonnes personnes font parfois de mauvaises choses. Que la peur fait oublier aux gens leur humanité. Que nous menons tous des batailles que les autres ne peuvent pas voir. Et que le pardon. Le pardon, ce n'est pas dire que ce que tu as fait était bien. C'est décider de ne pas laisser ton erreur me définir, moi. » Elle tendit sa main tremblante vers Stéphane. « Je vous pardonne, monsieur Leclerc. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que porter de la rancune ne ferait que m'alourdir. Et j'ai déjà porté assez de poids dans cette vie. » Stéphane prit sa main et, ce faisant, quelque chose se brisa en lui. Toute l'armure qu'il avait construite autour de son cœur, toute la dureté qu'il avait cultivée, tout l'orgueil qu'il avait utilisé pour se protéger, tout s'effondra à cet instant. Il pleura. Il pleura comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance. Il pleura pour tout le temps perdu à être quelqu'un qu'il ne voulait pas être. Il pleura pour toutes les personnes qu'il avait blessées par son indifférence. Il pleura pour son fils, qui avait appris ses pires traits. Il pleura pour son mariage vide. Il pleura pour la vie qu'il avait gaspillée à poursuivre des choses sans importance. Et Monique, cette femme qui avait toutes les raisons de le haïr, le serra dans ses bras. Elle le serra comme une mère serre un fils perdu. Et Stéphane s'accrocha à elle, sanglotant contre son épaule, se sentant pour la première fois depuis des décennies comme si quelqu'un le voyait vraiment. Léo observait en silence, avec une expression de tendresse infinie. Il laissa le moment se prolonger, laissa Stéphane ressentir pleinement le poids de sa transformation. Car c'était le moment qui comptait. Le moment où un cœur endurci recommençait à s'adoucir. Quand Stéphane se sépara enfin de Monique, il s'essuya le visage avec ses mains. Il avait l'air différent. Plus vulnérable, plus humain. « Merci, dit-il à Monique d'une voix rauque. Merci d'être plus grande que moi. » Puis il se tourna vers Léo. « Et maintenant ? Que dois-je faire de cette seconde chance ?» Léo sourit. « Maintenant, tu commences à vivre vraiment. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas pour accumuler des choses. Mais pour aimer, pour servir, pour être la personne que tu as toujours été destinée à être. Je ne sais pas comment faire ça. Si, tu le sais. Tu as fait le premier pas aujourd'hui quand tu as payé tes travailleurs, même si cela te coûtait. Quand tu as choisi leurs besoins plutôt que ton confort. C'était le début. Maintenant, tu n'as qu'à continuer à prendre ces décisions, une à la fois, un jour à la fois. Et ma famille ? Ma femme, mon fils. Tout est brisé. Tout peut être réparé, Stéphane. Mais d'abord, tu dois te réparer toi-même. Tu dois te souvenir de qui tu es vraiment. Pas l'homme que tu as construit, mais l'homme qui a toujours été sous cette construction. Léo posa ses deux mains sur les épaules de Stéphane. Écoute-moi bien. Ta richesse n'est pas ton ennemi. L'argent n'est pas mauvais. Mais quand l'argent devient ton Dieu, quand il te définit, quand il te fait oublier que chaque personne que tu rencontres est aussi précieuse que toi, alors il devient ta prison. Utilise ce que tu as pour bénir,
pas pour impressionner. Utilise ta position pour élever, pas pour écraser. Utilise ta voix pour défendre, pas pour mépriser. Comment je commence? Léo regarda Monique, puis de nouveau Stéphane. Commence par elle. Demande-lui ce dont elle a vraiment besoin. Écoute. Et puis, agis. Pas pour te sentir bien, pas pour nettoyer ta conscience. Mais parce que c'est la bonne chose à faire. Parce qu'elle est ta sœur dans cette humanité que nous partageons tous. Stéphane se tourna vers Monique. Madame Monique, s'il vous plaît, permettez-moi. Permettez-moi de vous aider. Pas par charité, mais comme une façon de commencer à réparer mon erreur. De quoi avez-vous besoin? Où vivez-vous? Comment puis-je vous aider à reconstruire votre vie? Monique le regarda avec surprise. Elle ne s'attendait pas à ça. Ma maison a été détruite par l'inondation. Je loge dans un hôtel maintenant, grâce à la bonté de cet homme, dit-elle en désignant Léo. Mais je ne peux pas y rester éternellement. J'ai besoin de trouver un endroit où vivre, quelque chose de petit. Je ne demande pas grand-chose, juste une petite chambre sur où je peux me reposer. Stéphane hocha la tête. J'ai des propriétés, des petits appartements en ville que je loue. Il y en a un qui est vacant en ce moment. Il n'est pas luxueux, mais il est sûr, propre et en bon état. Il est à vous. Sans loyer. Pour aussi longtemps que vous en aurez besoin. Je ne peux pas accepter. S'il vous plaît. La voix de Stéphane se brisa. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. Pas seulement pour vous. Pour moi. Parce que j'ai besoin de commencer à utiliser ce que j'ai de la bonne manière. Monique regarda Léo, comme pour chercher son approbation. Il hocha doucement la tête. C'est bien de recevoir de l'aide, Monique. Ça ne te rend pas faible. Ça te rend humaine. Monique se tourna de nouveau vers Stéphane et hocha lentement la tête. D'accord. J'accepte. Merci, monsieur Leclerc. Stéphane. Appelez-moi simplement Stéphane. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La nuit, qui avait été sombre et normale, s'illumina soudainement. Ce n'était pas une lumière comme celle des lampadaires ou des voitures. C'était une lumière différente, douce, dorée, comme si le ciel lui-même avait décidé de sourire. Stéphane leva les yeux et vit que les étoiles brillaient avec une intensité qu'il n'avait jamais vue. C'était comme si l'univers tout entier célébrait ce moment de rédemption, cet instant où un cœur endurci recommençait à battre avec compassion. Qu'est-ce que... commença Stéphane. Léo sourit, regardant le ciel. Quand une âme retrouve son chemin vers la maison, quand quelqu'un choisit l'amour plutôt que l'indifférence, quand on répare ce qui était brisé, le ciel se réjouit. Il l'a toujours fait. C'est juste que la plupart des gens sont trop occupés pour le remarquer. La lumière ne dura que quelques instants, mais ce fut suffisant. Suffisant pour que Stéphane sache que ce moment, cette nuit, était le tournant de sa vie. Rien ne serait plus jamais pareil. Quand la lumière s'estompa, Léo fit un pas en arrière. Mon travail ici est terminé. Mais souvenez-vous, tous les deux, que vous n'êtes jamais seuls. Dans les moments sombres, dans les moments de doute, dans les moments où vous sentez que vous ne pouvez plus continuer. J'y suis. J'y ai toujours été. J'y serai toujours. Attendez, dit Stéphane. Ne partez pas encore. J'ai tant de questions. Léo secoua la tête. Les réponses ne viennent pas des questions, Stéphane. Elles viennent en vivant. En aimant. En servant. Maintenant, va et vis de cette façon. Le reste se révélera de lui-même. Et avant que Stéphane ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, Léo commença à s'éloigner dans la rue. À chaque pas qu'il faisait, sa forme devenait moins définie, comme s'il se fondait dans la nuit elle-même. Il ne disparut pas de manière spectaculaire, il n'y eut ni éclair de lumière ni coup de tonnerre. Il partit simplement, comme s'il n'avait jamais été là. Sauf que Stéphane savait qu'il y avait été. Il pouvait encore sentir sa présence flotter dans l'air. Il pouvait sentir comment il avait changé quelque chose de fondamental en lui. Il resta là avec Monique, tous deux en silence, digérant ce qui venait de se passer. Finalement, Monique parla. Vous saviez qui il était depuis le début?
Non, admit Stéphane. Non, pas avant la fin. Et vous? Monique sourit doucement. Je m'en suis douté dès la première fois qu'il m'a aidé sous la pluie. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Mais je n'en étais pas sûr avant ce soir. Comment est-ce possible que quelque chose comme ça soit réel? Et pourquoi ne le serait-ce pas? Nous vivons dans un monde plein de douleur et d'obscurité. N'est-il pas logique qu'il y ait aussi de la lumière? Qu'il y ait de l'amour œuvrant en coulisses, essayant de nous ramener à ce qui compte vraiment? Stéphane hocha lentement la tête. Elle avait raison. Tout avait un sens maintenant. Les pertes qu'il avait subies ces derniers jours son entreprise, son fils, son mariage n'avaient pas été des punitions. Elles avaient été des opportunités. Des opportunités de se réveiller, de réaliser ce qu'il avait perdu en poursuivant des choses vaines. Venez, dit Stéphane. Laissez-moi vous conduire à l'appartement. Et demain? Demain, nous nous assurons que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Monique sourit. Merci, Stéphane. Pas seulement pour l'appartement, mais pour votre volonté de changer. Il faut beaucoup de courage pour admettre qu'on a eu tort. Ce n'était pas du courage, répondit-il honnêtement. C'était du désespoir. Et la grâce de quelqu'un que je ne méritais pas, mais qui me l'a offerte quand même. Ils marchèrent ensemble dans les rues de la ville, une vieille femme pauvre et un homme riche qui venaient d'apprendre que la vraie pauvreté n'avait rien à voir avec l'argent. Et pendant qu'ils marchaient, aucun des deux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis l'ombre d'un bâtiment voisin. Léo était toujours là, s'assurant qu'ils arrivent en sécurité, souriant avec satisfaction en voyant comment deux vies qui s'étaient heurtées dans l'obscurité marchaient maintenant ensemble vers la lumière. Puis il s'éloigna dans la nuit, invisible, vers le prochain cœur qui avait besoin d'être touché, vers la prochaine âme qui avait besoin de se souvenir qu'elle n'était jamais seule. Les jours suivants furent un tourbillon de changements pour Stéphane. Il tint sa promesse et emmena Monique à l'appartement. C'était un petit endroit mais accueillant dans un quartier populaire. Il y avait une chambre, une petite cuisine, une salle de bain complète et un salon modeste. Monique pleura en le voyant. « C'est parfait », dit-elle en touchant les murs comme si elle ne pouvait pas croire qu'ils étaient réels. « C'est plus que tout ce que j'ai eu en 30 ans. » Stéphane sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Comment était-il possible que quelque chose d'aussi basique, quelque chose qu'il tenait pour acquis, soit un miracle pour quelqu'un d'autre? « Ce n'est pas suffisant, dit-il. Vous avez besoin de meubles, de nourriture, de vêtements. » Stéphane. Monique posa une main sur son bras. « C'est déjà plus que suffisant. Je n'ai pas besoin que vous me combliez de choses. J'ai juste besoin d'un endroit sûr pour vivre, et vous me l'avez donné. » Mais Stéphane insista. Dans les jours qui suivirent, il s'assura que l'appartement soit entièrement meublé. Rien de luxueux, il savait que Monique ne serait pas à l'aise avec ça, mais fonctionnel et neuf. Un lit confortable, un petit canapé, une table avec des chaises, des ustensiles de cuisine, des vêtements adaptés à sa taille. Et avec chaque chose qu'il achetait, avec chaque euro qu'il dépensait pour aider Monique, Stéphane ressentait quelque chose d'étrange. Il ressentait de la joie. Une joie réelle qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. C'était complètement différent de l'émotion vide d'acheter une nouvelle voiture ou une montre chère. C'était quelque chose de plus profond. Le genre de joie qui vient du fait de savoir que vous faites une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas s'arrêter à Monique. Il y avait plus à réparer. Un après-midi, Stéphane arriva chez lui et trouva Valérie dans le salon, regardant son téléphone avec une expression distante. Quand elle le vit entrer, elle ne leva même pas les yeux. « Tu es encore rentré tard. »« Je sais. J'avais quelque chose d'important à faire. »« Tu as toujours quelque chose d'important à faire. » Stéphane s'assit en face d'elle. Valérie leva enfin les yeux, surprise par sa proximité. « Il faut qu'on parle, dit-il. Si c'est à propos d'argent, je ne veux pas en entendre parler. J'en ai assez d'eux. Ce n'est pas à propos d'argent. C'est à propos de nous. De la façon dont nous avons vécu. De la façon dont j'ai vécu. » Valérie le regarda avec méfiance. « Qu'est-ce qui se passe? Tu as une crise de la quarantaine ou quelque chose comme ça? » Quelque chose comme ça, admit Stéphane. Mais de plus profond. Valérie,
tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés? Tu te souviens de qui nous étions alors? Valérie resta silencieuse. Son expression s'adoucit un peu. Nous étions différents, dit-elle doucement. Plus jeunes, plus. Je ne sais pas, plus réels, je suppose. Exactement. Et quelque part en chemin, nous avons perdu ça. J'ai perdu ça. Je suis devenu quelqu'un d'obsédé par l'argent, par le statut, par le fait d'impressionner des gens qui ne m'importent même pas. Et dans le processus, je t'ai perdu, toi. J'ai perdu mon fils. Je me suis perdu moi-même. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Stéphane prit une profonde inspiration. Parce qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques jours qui m'a fait réaliser ce qui compte vraiment. Et tu comptes, Valérie. Notre mariage compte. Mais je ne peux pas le réparer seul. J'ai besoin que nous le réparions ensemble. Valérie le regarda pendant un long moment. Ses yeux s'emplirent de larmes. Qu'est-ce qui s'est passé, Stéphane? Qu'est-ce qui t'a fait changer si soudainement? Stéphane envisagea de tout lui raconter, Monique, Léo, cette nuit extraordinaire. Mais quelque chose lui dit que ce n'était pas le moment. À la place, il dit, j'ai appris qu'avoir tout ne signifie rien si vous n'avez personne avec qui le partager. Et que j'ai été si occupé à construire un empire que j'ai oublié de construire une famille. Les larmes de Valérie coulèrent enfin. J'ai été si seul, Stéphane. Si seul dans cette immense maison, entouré de choses chères qui ne signifient rien. Et toi, tu étais là physiquement, mais jamais vraiment présent. Je sais. Et je suis désolé. Profondément désolé. Il s'agenouilla devant elle, prenant ses mains. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. Si tu me donnes une autre chance. Si tu es prête à essayer à nouveau. Pas comme nous étions avant, mais comme nous pouvons être maintenant. Meilleur, plus conscient, plus présent. Valérie sanglota. Je ne sais pas si je peux te faire confiance que ce changement est réel. Tu m'as déçu tant de fois. Alors, laisse-moi te le prouver. Pas avec des mots, avec des actions. Jour après jour, décision après décision. Laisse-moi te montrer que ce changement est réel. Valérie hocha lentement la tête, essuyant ses larmes. D'accord. Une chance de plus. Mais Stéphane, si tu redeviens celui que tu étais. Je ne le ferai pas. Je te le promets. Et quand il la serra dans ses bras, quand il sentit comment elle se détendait contre lui pour la première fois depuis des années, Stéphane sut que c'était une autre étape de son voyage de rédemption. L'une des nombreuses qu'il devrait franchir. Mais il était prêt à les franchir toutes. L'étape suivante fut plus difficile. Il devait parler à son fils. Stéphane appela Lucas et lui demanda de rentrer à la maison. Son fils arriva 2 jours plus tard, venant de Suisse, avec une expression défensive et des yeux qui ne voulaient pas croiser les siens. « Papa, dit-il en entrant dans la maison. Si tu vas encore me crier dessus. » Je ne vais pas crier, l'interrompit Stéphane. Je suis venu m'excuser. Lucas s'arrêta net. Quoi? M'excuser pour la façon dont je t'ai parlé quand tu m'as annoncé ton renvoi. Pour la façon dont je t'ai traité pendant des années. Pour les attentes impossibles que j'ai placées sur toi. Pour t'avoir appris par mon exemple que la seule chose qui compte est l'argent et le succès. Lucas le regardait, bouche bée. Qui es-tu et qu'as-tu fait de mon père? Stéphane sourit tristement. Je suis toujours ton père. J'essaie juste d'en être une meilleure version. Ils s'assirent dans le salon et Stéphane fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il écouta vraiment. Il écouta Lucas lui parler de la pression qu'il ressentait, de la façon dont il ne se sentait jamais assez bien, de la raison pour laquelle il avait triché, car il avait si peur de décevoir son père qu'il avait pris la décision la plus stupide de sa vie. Je voulais juste que tu sois fier de moi, dit Lucas d'une voix brisée. Mais rien n'était jamais assez. Je n'étais jamais assez. Stéphane eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Car c'était vrai. Il n'avait jamais dit à son fils qu'il était fier de lui juste pour être qui il était. C'était toujours conditionnel. Fierté pour les bonnes notes, fierté pour les réussites, mais jamais juste de la fierté d'exister. Je suis désolé, dit Stéphane, et sa voix tremblait. Je suis tellement désolé, mon fils. Tu as raison.
J'ai placé sur toi des attentes que je ne pourrais même pas satisfaire moi-même. Et je t'ai appris les mauvaises choses. Je t'ai appris que le succès était la seule chose qui comptait, que les apparences étaient plus importantes que l'intégrité. Et maintenant, tu paies le prix de mon piètre exemple. Papa, non. Laisse-moi finir. Tu as mal agi en trichant. Ce n'est pas bien, et nous le savons tous les deux. Mais je t'ai mis dans cette position. J'ai créé l'environnement où tu sentais que tu n'avais pas d'autre choix. Et ça, c'est ma responsabilité. Il s'essuya les yeux. Je veux que tu retournes à l'université. Pas la même, ce n'est probablement pas possible. Mais une autre. Et cette fois, étudie ce que tu veux, pas ce que je veux. Étudie parce que ça te passionne, pas parce que ça te donne un statut. Et si tu échoues, si ça te prend plus de temps, si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Parce que je serai fier de toi quand même. Pas pour ce que tu accomplis, mais pour qui tu es. Lucas se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de honte ou de douleur. C'étaient des larmes de soulagement, d'un poids qui se levait enfin de ses épaules. Vraiment, papa? Vraiment, mon fils. Ils se serrèrent dans les bras, et ce fut le premier vrai câlin qu'ils partageaient depuis des années. Pas un de ces câlins rapides et gênés lors des fêtes, mais un véritable câlin de père à fils, de cœur à cœur. Quand ils se séparèrent, Lucas demanda « Qu'est-ce qui t'est arrivé, papa ? Qu'est-ce qui t'a fait changer si radicalement ?» Stéphane réfléchit à la façon de répondre. Finalement, il dit « Quelqu'un m'a montré ce qui compte vraiment. Il m'a montré que je poursuivais des ombres et que je perdais la substance. Et il m'a donné une seconde chance que je ne méritais pas. » Qui ? Stéphane sourit. Quelqu'un qui a toujours été là, même si je ne le voyais pas. Les semaines passèrent et la transformation de Stéphane se poursuivit. Ce ne fut pas facile. Il y eut des moments où ses vieilles habitudes tentèrent de revenir. Des moments où il vit quelque chose de cher et sentit l'envie de l'acheter pour impressionner quelqu'un. Des moments où une personne pauvre lui demanda de l'aide et son premier instinct fut de l'ignorer. Mais chaque fois que ces pulsions survenaient, il se souvenait de cette nuit. Il se souvenait des yeux de Monique sous la pluie. Il se souvenait de la tristesse dans la voix de Léo quand il lui avait dit qu'il lui avait fermé la porte. Il se souvenait de la lumière qui avait illuminé le ciel quand il avait finalement choisi l'amour plutôt que l'indifférence. Et cela le maintenait sur le bon chemin. Il commença à apporter des changements dans son entreprise. Il ne licenciait plus de personnel pour maximiser les profits. Au lieu de cela, il mit en place des programmes de soutien pour ses employés, une garderie pour les mères qui travaillent, des bourses d'études pour les enfants des employés, des assurances santé complètes. Pas parce qu'il le devait, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Ses collègues pensèrent qu'il était devenu fou. Ils lui dirent qu'il jetait de l'argent par les fenêtres, qu'une entreprise n'était pas une œuvre de charité. Mais Stéphane ne les écouta pas, car il avait appris qu'une entreprise prospère n'était pas celle qui générait le plus d'argent, mais celle qui traitait son personnel avec dignité. Et, étonnamment, son entreprise commença à s'améliorer. Les employés qui se sentaient valorisés travaillaient plus dur. Les clients qui voyaient comment il traitait ses employés voulaient acheter chez lui plutôt que chez la concurrence. La loyauté s'avéra plus précieuse que n'importe quelle stratégie marketing. Mais le plus important fut ce qu'il fit avec Monique. Il ne lui donna pas seulement un appartement. Il devint son ami. Il lui rendait visite régulièrement, ils prenaient le café ensemble. Elle lui racontait des histoires de sa vie. Il lui parlait de ses luttes pour changer. Et elle, avec sa sagesse née de la souffrance, le guidait avec des mots doux. Le changement n'est pas une destination, lui dit-elle un après-midi alors qu'il prenait un café dans son petit appartement. C'est un chemin. Et certains jours, tu trébucheras. Certains jours, tu échoueras. Mais l'important est de continuer à marcher. Comment faites-vous ça ? Demanda Stéphane. Après tout ce que vous avez souffert, comment gardez-vous cette foi ? Cet espoir ? Monique sourit. Parce que j'ai vu que même dans les moments les plus sombres, je n'ai jamais été seul. Jean m'a appris à voir l'amour dans les petits moments. Et après son départ, j'ai appris à voir l'amour d'autre manière. Chez un voisin qui partageait sa nourriture, chez un étranger qui m'aidait à porter quelque chose de lourd. Et finalement, une nuit de tempête, chez quelqu'un qui m'a rappelé que ma vie comptait. J'ai failli détruire ça,
dit Stéphane à voix basse. Presque. Mais tu ne l'as pas fait, l'interrompit Monique. Et c'est là toute la différence. Tu as eu l'occasion de fermer ta porte pour toujours, de rester celui que tu étais. Mais tu as choisi de changer. Tu as choisi de t'ouvrir. Tu as choisi de voir. Stéphane hocha la tête, ressentant une fois de plus cette profonde gratitude pour cette femme extraordinaire qui avait toutes les raisons de le haïr, mais qui, au lieu de cela, l'avait pardonné et était même devenu son mentor. Un jour, environ 3 mois après cette nuit, Stéphane reçut un appel de Pierre Martin de l'Hôtel de l'Étoile. « Monsieur Leclerc, je dois vous parler. » Y a-t-il un problème avec l'hôtel? Non, ce n'est pas ça. C'est à propos d'eux. Eh bien, il vaut mieux que vous veniez en personne. Stéphane arriva à l'hôtel une demi-heure plus tard. Pierre Martin l'attendait dans le hall avec une expression sérieuse. Que se passe-t-il, monsieur Martin? L'homme plus âgé le conduisit dans son petit bureau derrière le comptoir. Sur son bureau, il y avait une enveloppe blanche. Ceci est arrivé pour vous ce matin. Pour moi? Qui c'est que je viens ici? Pierre Martin haussa les épaules. Je ne sais pas. Mais quand je l'ai vu, j'ai su que je devais vous la donner immédiatement. Stéphane prit l'enveloppe. Il n'y avait pas d'expéditeur, seulement son nom écrit à la main d'une écriture claire et élégante. Il l'ouvrit avec des doigts tremblants et en sortit une seule feuille de papier. La lettre disait « Stéphane, je suis fier de toi. Tu as parcouru un long chemin depuis cette nuit sous la pluie. Tu as choisi l'amour quand il était plus facile de choisir l'indifférence. Tu as choisi le service quand il était plus facile de choisir l'égoïsme. Tu as choisi l'humilité quand il était plus facile de choisir l'orgueil. Mais je veux que tu saches quelque chose. Ce voyage ne se termine jamais. Chaque jour, tu devras choisir à nouveau. Chaque jour, tu auras l'occasion de redevenir celui que tu étais ou de continuer à devenir celui que tu peux être. Et dans chacune de ces décisions, je serai là. Observant, encourageant, aimant. Souviens-toi, chaque fois que tu aides quelqu'un qui souffre, tu m'aides moi. Chaque fois que tu ouvres ta porte à celui qui en a besoin, tu me l'ouvres à moi. Chaque fois que tu choisis de voir la dignité dans un autre être humain, tu me vois moi. Continue d'avancer, mon fils. Et n'oublie jamais que cette nuit n'était pas la fin de ton histoire, c'en était le début. Avec un amour éternel, ton ami qui ne t'abandonne jamais. Stéphane sentit des larmes couler sur son visage. Il n'y avait pas de signature. Ce n'était pas nécessaire. Il savait exactement qui avait écrit cette lettre. « Tout va bien, monsieur Leclerc ?» demanda Pierre Martin avec inquiétude. Stéphane hocha la tête, essuyant ses larmes et souriant. « Oui. Je vais plus que bien. On me rappelle quelque chose d'important. » Il plia soigneusement la lettre et la garda dans sa poche, près de son cœur. Il passa le reste de la journée dans un état de profonde gratitude. Pas seulement pour la lettre, mais pour tout. Pour la tempête qu'il avait mis sur ce chemin, pour Monique qui lui avait montré ce que signifiait vraiment la grâce, pour sa famille qui lui avait donné une autre chance, pour chaque personne qui avait été patiente avec lui pendant qu'il apprenait à être meilleur. Ce soir-là, Stéphane réunit sa famille pour le dîner. Valérie avait cuisiné, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années car ils avaient toujours du personnel. Et Lucas était à la maison, en visite depuis sa nouvelle université. Pendant qu'ils mangeaient, Stéphane les regarda tous les deux et ressentit quelque chose qu'il avait oublié. La paix. Le contentement. Un amour réel, qui ne dépendait pas des apparences ou du statut, mais simplement du fait d'être ensemble. « Pourquoi nous regardes-tu comme ça ?» demanda Valérie avec un sourire. « Je suis juste reconnaissant, » répondit Stéphane. « Reconnaissant de vous avoir. Reconnaissant que vous m'ayez donné une autre chance. »« Papa, » dit Lucas. « Je peux te poser une question ?»« Bien sûr, mon fils. » « Que s'est-il réellement passé il y a 3 mois ? Je sais que tu as dit que quelqu'un t'avait montré quelque chose, mais tu ne nous as jamais raconté toute l'histoire. » Stéphane regarda Valérie, qui hocha la tête, curieuse elle aussi. « D'accord, dit-il. Je vais vous raconter. Mais vous devez me promettre d'écouter avec un cœur ouvert, car ce que je vais vous raconter est extraordinaire. » Et il leur raconta. Il leur raconta tout.
Monique sous la pluie, la porte fermée, les jours suivants où tout commença à s'effondrer, la rencontre dans la rue, l'homme qui s'avéra être plus qu'un homme, la lumière qui illumina le ciel. Quand il eut terminé, il y eut un long silence. Finalement, Valérie parla. Tu veux dire que c'était vraiment? Oui, dit simplement Stéphane. Je sais que ça semble impossible. Je sais que ça semble comme si j'étais devenu fou. Mais je l'ai vu, je l'ai ressenti. Et ça m'a changé pour toujours. Lucas avait les larmes aux yeux. Papa. Je te crois. Et si c'est vraiment arrivé, alors tout a un sens. Pourquoi tu as changé si soudainement? Pourquoi tu as été si différent? Valérie pleurait aussi. Stéphane, je te crois aussi. Parce que j'ai vu le changement en toi. Et ce n'est pas le genre de changement que quelqu'un peut feindre. C'est réel. C'est profond. Ils se prirent la main autour de la table et, à cet instant, sans dire les mots, ils prirent tous les trois un engagement silencieux de vivre différemment, d'aimer différemment, de voir le monde à travers des yeux qui reconnaissaient le sacré en chaque personne qu'ils rencontraient. Les mois se transformèrent en années. Stéphane maintint sa transformation. Ce ne fut pas parfait. Il avait encore des moments d'impatience, d'orgueil, d'égoïsme. Mais chaque fois qu'il échouait, il se relevait et continuait d'avancer. Sa relation avec Valérie s'approfondit d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginé possible. Ils apprirent à vraiment communiquer, à partager leurs peurs et leurs espoirs, à se soutenir mutuellement. La maison de maître, qui n'avait été autrefois qu'une vitrine de richesse, devint un véritable foyer, rempli de rires, d'amour et de choses qui comptaient vraiment. Lucas trouva son chemin. Il obtint son diplôme d'une autre université avec mention, non pas parce qu'il poursuivait le succès, mais parce qu'il étudiait enfin quelque chose qui le passionnait. Il devint enseignant, ce qui surprit tout le monde, sauf Stéphane, qui vit dans cette décision le reflet de tout ce qu'il avait appris sur le vrai sens du succès. Et Monique devint un membre de leur famille. Pas légalement, mais de toutes les manières qui comptaient. Il l'invitait au dîner de famille, l'incluait dans les célébrations. Quand elle tomba malade un hiver, c'est dans la maison de Stéphane qu'elle se rétablit, avec Valérie qui s'occupait d'elle comme de sa propre mère. Stéphane étendit également son aide au-delà de Monique. Il lança un programme dans son entreprise où les employés pouvaient nommer des familles ayant besoin d'aide. Chaque mois, il choisissait une famille et faisait quelque chose de significatif pour elle. Pas seulement de l'argent, mais une aide réelle, réparer une maison, payer des frais médicaux, acheter des uniformes scolaires, créer des opportunités. Mais il le fit en silence, sans publicité, sans fanfare, car il avait appris que la vraie compassion ne cherche pas la reconnaissance, elle cherche simplement à soulager la souffrance. Une nuit, 5 ans après cette tempête qui avait tout changé, Stéphane était dans son bureau, examinant des papiers, quand il sentit une présence. Il leva les yeux et son cœur s'arrêta. Léo se tenait à la porte. Pas comme une apparition dramatique. Il était simplement là, vêtu des mêmes vêtements simples, avec la même expression douce. « Bonjour, Stéphane. » Stéphane se leva immédiatement, sentant les mêmes larmes qu'auparavant menacées de couler. « Vous êtes revenu. »« Je ne suis jamais parti, » répondit Léo avec un sourire. « Mais oui, aujourd'hui, j'ai décidé de me rendre à nouveau visible. Parce qu'il y a quelque chose que je veux que tu vois. » Il tendit la main. Stéphane la prit sans hésiter et soudain, le bureau disparut. Ils se retrouvèrent debout dans un endroit que Stéphane ne reconnut pas immédiatement. Puis il réalisa, c'était la même rue où il avait fermé sa porte 5 ans plus tôt. « Pourquoi sommes-nous ici ? » « Parce que je veux que tu vois quelque chose, » dit Léo. Il claqua des doigts et soudain, la scène changea. C'était de nouveau la nuit de la tempête. Stéphane se vit ouvrir la porte. Il vit Monique debout sous la pluie, trempée et désespérée. « Je ne veux pas revoir ça, » dit Stéphane en fermant les yeux. « Regarde, » insista doucement Léo. Stéphane ouvrit les yeux et observa. Il vit la porte se fermer. Il vit Monique s'éloigner sous la pluie. Mais alors, quelque chose de nouveau apparut. Une douce lumière l'entourait pendant qu'elle marchait, et Stéphane put le voir. Léo marchait à ses côtés, invisible pour elle, mais là, la protégeant du pire de la tempête, guidant ses pas. « J'étais là, » dit Léo. « Même quand tu as fermé ta porte,
même quand le monde lui a tourné le dos, j'étais là. Je ne l'ai jamais laissé seul. La scène changea de nouveau. Maintenant, Stéphane se vit dans les jours qui suivirent la tempête. Il se vit perdre son entreprise, se disputer avec sa famille, désespéré. Et de nouveau, il put voir Léo, toujours proche, toujours observant, attendant le bon moment. Et je ne t'ai pas laissé seul non plus, continua Léo. Même quand tu étais au plus bas, quand tu étais le plus perdu, j'étais là, attendant. Parce que je savais qu'à un moment donné, tu lèverais les yeux. Qu'à un moment donné, tu serais prêt à voir. La scène changea une dernière fois. Maintenant, Stéphane vit les 5 dernières années en succession rapide. Il se vit aider Monique, se réconcilier avec sa famille, changer son entreprise, aider les autres. Et dans chaque scène, à chaque moment de bonté, Léo était là, souriant, approuvant, célébrant chaque petite victoire. Tu vois ? Dit Léo. C'est la vérité que je veux que tu comprennes. Tu n'es jamais seul. Dans tes pires moments et dans tes meilleurs moments, je suis là. Et chaque acte d'amour que tu fais, chaque moment de compassion que tu choisis, ne change pas seulement la vie de la personne que tu aides. Il m'atteint moi. Il me touche moi. Les larmes de Stéphane coulèrent enfin. Merci, dit-il d'une voix brisée. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Merci pour cette nuit. Merci pour tout. Léo posa une main sur son épaule. Tu n'as pas à me remercier, Stéphane. Continue simplement à vivre comme tu l'as fait. Continue à choisir l'amour. Continue à ouvrir ta porte. Continue à voir mon visage en chaque personne qui souffre. Car c'est tout ce que j'ai toujours demandé. Vous reverrez-je ? Léo sourit mystérieusement. Tu me vois tous les jours, même si tu ne le reconnais pas. Dans les yeux de Monique quand elle te raconte une histoire. Dans le sourire de Valérie quand tu lui dis bonjour. Dans l'étreinte de ton fils. En chaque personne que tu aides. Je suis toujours là, Stéphane. Il te suffit d'avoir des yeux pour voir. Et puis, aussi soudainement qu'il était apparu, il disparut. Stéphane était de retour dans son bureau. Seul, mais ne se sentant pas seul du tout. Il resta assis là pendant un long moment, digérant tout ce qu'il avait vu. Puis il prit son téléphone et envoya un message à Monique. « Voulez-vous venir dîner demain ? Valérie va faire sa spécialité, et je veux que vous me racontiez d'autres histoires sur Jean. » La réponse arriva presque immédiatement. « Avec plaisir, mon fils. À demain. » Stéphane sourit. « Mon fils. » Monique avait commencé à l'appeler ainsi il y a 1 an. Au début, cela l'avait surpris, mais maintenant, il aimait ça. Il aimait être son fils adoptif. Il aimait avoir cette femme extraordinaire dans sa vie. Il se leva de son bureau et monta les escaliers. Valérie était déjà endormie, mais il se coucha à côté d'elle et la serra doucement dans ses bras. Elle se blottit contre lui sans se réveiller complètement, et Stéphane ressentit une gratitude si profonde qu'elle l'étouffait presque. 5 ans plus tôt, il avait tout eu et n'avait rien eu. Maintenant, il avait moins de biens matériels. Il avait vendu certaines de ses entreprises. Il avait fait de nombreux dons à des œuvres de charité. Il avait simplifié sa vie. Mais il avait tout ce qui comptait vraiment, l'amour, un but, la paix. Et la certitude qu'il n'était jamais, jamais seul. 1 an plus tard, pour le 6e anniversaire de cette nuit de tempête, Stéphane organisa un événement spécial. Ce ne fut pas dans une salle luxueuse, mais dans une salle des fêtes du village. Il invita toutes les familles qu'il avait aidées au cours des dernières années. Il invita ses employés et leurs familles. Il invita Pierre Martin de l'Hôtel de l'Étoile. Il invita tous ceux qui avaient fait partie de son voyage de transformation. Et quand tout le monde fut réuni, quand la salle fut remplie de rires, de nourriture et de célébrations, Stéphane demanda l'attention de tous. « Merci d'être venu », commença-t-il, se sentant nerveux. « Il y a 6 ans, j'étais un homme différent. J'étais riche en choses, mais pauvre en tout ce qui compte. Et puis, une nuit de tempête, j'ai fermé ma porte au visage de quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et cette décision cruelle, cette décision égoïste, a fini par être la meilleure chose qui ait pu m'arriver. Parce qu'elle m'a conduit sur un chemin de transformation qui a changé ma vie pour toujours. » Il regarda Monique, qui était assise au premier rang,
souriant avec des larmes aux yeux. Cette femme, continua Stéphane, Monique Dubois, avait toutes les raisons de me haïr, de ne jamais me pardonner. Mais au lieu de cela, elle m'a montré la grâce, elle m'a montré le pardon, elle m'a montré ce que signifie vraiment aimer sans condition. Monique secoua la tête, comme pour dire qu'elle n'avait rien fait de spécial. Mais Stéphane insista. Et à travers elle, j'ai appris quelque chose de plus important. J'ai appris qu'en chaque personne qui souffre, en chaque âme brisée, en chaque cœur désespéré, il y a quelque chose de divin qui attend d'être reconnu. Que lorsque nous aidons le plus petit, le plus oublié, le plus ignoré, nous aidons quelque chose de bien plus grand que nous. Il prit une profonde inspiration. Alors aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un anniversaire. Nous célébrons la possibilité du changement. Nous célébrons le pouvoir du pardon. Nous célébrons la vérité qu'il n'est jamais trop tard pour choisir l'amour plutôt que l'indifférence. Et nous célébrons la présence constante de quelqu'un qui ne nous abandonne jamais, même quand nous ne le voyons pas. Il y eut un moment de silence, puis la salle explosa en applaudissements. Après le discours, pendant que les gens mangeaient et discutaient, Stéphane se retrouva seul un moment dans un coin de la salle. Il regardait tous ces gens. Des gens qu'il avait aidés, des gens qu'il avait aidés, des gens qui étaient devenus sa famille. Et il ressentit une joie si profonde qu'il pouvait à peine la contenir. C'est alors qu'il sentit une main sur son épaule. Il se retourna, s'attendant à voir Valérie, Lucas ou Monique. Mais il n'y avait personne. L'espace à côté de lui était vide. Sauf qu'il ne se sentait pas vide. Il se sentait plein. Plein d'une présence que Stéphane reconnaissait maintenant immédiatement. Il sourit, regardant l'espace apparemment vide. « Merci », murmura-t-il. « Pour cette nuit. Pour cette soirée. Pour toutes les nuits entre les deux. » Il n'y eut pas de réponse audible, mais Stéphane sentit quelque chose. Une chaleur, une paix, une confirmation qui n'avait pas besoin de mots. Et il sut que Léo souriait. Valérie s'approcha, lui prenant la main. « À qui parlais-tu » Stéphane la serra dans ses bras. « À un ami. Un ami qui est toujours là, même quand on ne le voit pas. » Valérie hocha la tête, comprenant. Elle aussi avait appris à voir avec des yeux différents au cours de ces années. « C'est beau, n'est-ce pas » dit-elle en regardant autour de la salle. « Tout ça. Tous ces gens. Toute cette vie. » « Oui, » répondit Stéphane. « C'est beau. Et dire que j'ai failli tout perdre en poursuivant des choses qui n'ont jamais compté. Mais tu ne l'as pas perdu. Tu as retrouvé ton chemin. » « Non, » corrigea doucement Stéphane. « J'ai été retrouvé. Il y a une différence. » La fête se poursuivit tard dans la nuit. Il y eut de la musique, de la danse et plus de nourriture que quiconque ne pouvait en manger. Il y eut des histoires partagées, des rires et des étreintes. Il y eut des larmes aussi, les bonnes, celles qui viennent du fait d'être entouré de gens qui vous sont chers et qui se soucient de vous. Et quand tout le monde rentra enfin chez soi, quand la salle fut vide, à l'exception de Stéphane, Valérie, Lucas et Monique qui aidaient à nettoyer, Monique s'arrêta et regarda Stéphane. « Sais-tu ce qu'il y a de plus extraordinaire dans tout ça » demanda-t-elle. « Quoi » ? Que tout a commencé avec une porte fermée. Et maintenant, 6 ans plus tard, tu as ouvert tant de portes pour tant de gens. Tu as transformé ton pire moment en ton plus bel héritage. Stéphane sentit à nouveau des larmes aux yeux. Il semblait qu'il pleurait beaucoup maintenant, mais c'était de bonnes larmes. Des larmes qui venaient du fait de tout ressentir profondément au lieu d'être émotionnellement mort comme il l'avait été auparavant. Non, dit-il. Nous l'avons transformé. Vous, moi, tous ceux qui sont ici, ensemble. Parce que c'est la vérité que j'ai apprise. Que nous ne sommes pas destinés à vivre isolés dans nos maisons de maître parfaites. Nous sommes destinés à vivre en communauté, à porter les fardeaux les uns des autres, à célébrer les victoires les uns des autres. À être une famille, même si nous ne partageons pas le même sang. Monique le serra dans ses bras et Stéphane eut l'impression de serrer la mère qu'il avait perdue il y a tant d'années. Cette femme qui avait tant souffert, qui avait tant perdu, qui avait si peu sur le plan matériel, était l'une des personnes les plus riches qu'il connaissait. « Je t'aime, mon fils, dit-elle doucement. « Je t'aime aussi, répondit Stéphane. Et il le pensait vraiment. Cette nuit-là, quand Stéphane se coucha enfin, il ne put s'endormir immédiatement.
son esprit était rempli des souvenirs de cette nuit de tempête qui avait tout changé, des rencontres avec Léo, des années de transformation, de toutes les personnes qui faisaient maintenant partie de sa vie. Et il pensa à quelque chose que Léo lui avait dit cette première nuit, « Chaque fois que tu aides quelqu'un qui souffre, tu m'aides moi. » Il comprenait maintenant pleinement ce que cela signifiait. Ce n'était pas seulement une jolie phrase, c'était une vérité profonde. Que le divin vivait en chaque personne. Que servir les autres, c'était servir Dieu. Que l'amour était le seul vrai chemin vers quelque chose de significatif. Il se tourna vers Valérie, qui dormait paisiblement à ses côtés, et murmura une prière. Elle n'était ni élaborée, ni formelle. C'était simplement ceci, « Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Merci de m'avoir appris à voir. Aide-moi à ne jamais oublier ce que j'ai appris. Aide-moi à continuer à choisir l'amour, aujourd'hui et tous les jours. » Et juste avant de s'endormir, Stéphane aurait juré avoir entendu une voix douce, aimante, familière. « Tu le feras, mon fils. Tu le feras. Parce que maintenant, tu as des yeux pour voir et un cœur pour aimer. Et c'est tout ce que j'ai toujours demandé. Dors bien, Stéphane. Demain, il y a d'autres portes à ouvrir, d'autres vies à toucher. Et je serai là avec toi, comme je l'ai toujours été. Comme je le serai toujours. » Stéphane sourit dans l'obscurité et se laissa emporter par le sommeil, sachant qu'à son réveil, il aurait une autre chance de vivre le genre de vie qui comptait vraiment. Une vie d'amour, une vie de service, une vie qui reconnaissait le sacré en chaque rencontre. Et quelque part dans la ville, dans un petit appartement modeste, Monique s'endormait aussi avec un sourire aux lèvres. Car elle aussi avait appris quelque chose au cours de ces années. Que sa souffrance n'avait pas été vaine. Que sa vie comptait. Qu'elle avait été utilisée pour changer le cœur d'un homme et, à travers lui, la vie de beaucoup d'autres. Et que dans la nuit la plus sombre de sa vie, quand toutes les portes se fermèrent sur son passage, il y avait une porte qui ne se ferma jamais, la porte du ciel, la porte de l'amour infini, la porte de quelqu'un qui la voyait, qui la connaissait, qui ne l'abandonna jamais. Cette porte avait été ouverte tout le temps. Il avait juste fallu une tempête pour la voir. Et quand le soleil se leva le lendemain matin sur la Provence, illuminant les rues où, 6 ans plus tôt, une vieille femme avait marché seule sous la pluie, la ville se réveilla à un nouveau jour. Un jour plein de possibilités, un jour où des portes pourraient s'ouvrir ou se fermer, un jour où les gens pourraient choisir l'amour ou l'indifférence. Mais dans au moins une maison de maître du quartier chic de Saint-Rémy-de-Provence, la décision était déjà prise. Stéphane Leclerc se réveilla, embrassa sa femme et commença sa journée comme il le faisait chaque jour maintenant, avec gratitude, avec un but, et avec les yeux ouverts pour voir le divin en chaque personne qu'il rencontrerait. Car il avait appris la leçon la plus importante de sa vie, que lorsque vous fermez votre porte à quelqu'un qui souffre, vous ne la fermez pas seulement à cette personne. Vous la fermez à quelque chose de sacré, d'éternel, à quelqu'un qui vous donne l'occasion de choisir l'amour. Et quand vous ouvrez enfin cette porte, quand vous choisissez enfin de voir, quand vous permettez enfin à votre cœur de s'adoucir, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire, que la nuit s'illumine, que le ciel célèbre, que vous n'avez jamais, jamais été seul. Et que l'amour, à la fin, gagne toujours. Toujours. Fin.